Chers amis, on est à l'heure, quel bonheur et quel plaisir. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons pouvoir recevoir l'invité politique qui a accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je vous demande d'accueillir Jean-Luc Mélenchon. C'est la marque des grands hommes de faire le tour du plateau. Ouais. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous sur le plateau de Backseat, Jean-Luc Mélenchon. On est à la fête de l'UMA, le son est absolument horrible, je suis absolument désolé. D'accord. C'est pas grave. Vous inquiétez pas. Est-ce qu'il marche le micro? Ouais, on a un problème de micro. Alors, il marche pas. Ouais, bah oui, je veux bien lui donner, mais je l'ai déjà donné tout à l'heure à Adèle. Bah, je te passe le mien, t'inquiète. Hop. Voilà, et moi j'ai celui qui marche pas. Non, et passe-le à quelqu'un d'autre. C'est pas grave, on va y arriver. Jean-Luc Mélenchon, merci d'être avec nous. Vous m'entendez? Oui. Jean-Luc Mélenchon. Il a dit que le son était pourri, je m'en fous, je suis sourd. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la première fois que vous venez à la fête de l'UMA. C'est quand la première fois que vous êtes venu à la fête de l'UMA, vous vous en souvenez ou pas? Attends, il y a eu la bataille d'Alésia. Et voilà, à peu près là. Dans ces années-là. Jean-Luc Mélenchon, on a beaucoup de questions à vous poser. On n'a qu'une heure et on voulait commencer... C'est pas moi qui ai choisi de venir à 4, là. Hein. Justement. 1, 2, 3, 4. On va faire circuler parce qu'on voulait commencer à vous poser des questions, notamment sur cette rentrée politique, et on voulait parler de la crise sociale. Maude. Oui, Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Madame. On en parlait tout à l'heure, inflation, prix du logement, les factures d'énergie. Cette rentrée, elle est marquée par des difficultés financières totalement inédites pour une grande majorité de Français. Une partie d'entre eux n'arrive plus à se nourrir. Les associations d'aide alimentaire tirent la sonnette d'alarme. Vous seriez au pouvoir aujourd'hui, vous feriez quoi face à une telle situation, notamment face à l'inflation? Bon, il y a 50 ans, c'était le coup d'État de Pinochet, et à partir de ce moment-là a été expérimentée à l'échelle du monde une nouvelle stratégie du capitalisme, ce qu'on a appelé le néolibéralisme, c'est-à-dire une politique radicale de destruction de l'État, des services publics, avec l'idée que le marché allait tout remplacer et le faire mieux que les États et les services publics. La méthode au Chili, vous l'avez tous entendu au moins dans vos livres d'histoire, a consisté à assassiner tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Et on a eu donc le baptême de cette époque. Une politique et une violence d'État pour la faire passer en force. Et depuis, ça va se déroulant. Personne n'aurait cru qu'il y aurait en France 20% de gens qui ne peuvent pas manger tous les jours comme ils devraient. Personne n'aurait cru que la France, qui avait le premier système de santé du monde, se retrouverait avec quelque chose qui est du niveau, disons, du quart-monde. Personne n'aurait cru qu'on aurait une rentrée scolaire où les médias massivement supporteraient de participer à une clownerie cruelle, stupide et raciste comme l'a été la bataille sur la Baïa. Alors, comme là, je vois que vous êtes beaucoup de jeunes, si vous permettez, on peut dire un mot sur l'éducation? Oui, mais vous répondrez à la question après de Maude. Qu'est-ce qu'une présidence Mélenchon aurait changé à cette rentrée sociale? Oui. Allez-y, vous pouvez parler de l'école, mais on a quand même... Alors, moi, je pars d'une idée, c'est que je connais mon adversaire. C'est le capitalisme. Je sais qui a organisé cette pagaille. Et c'est donc à eux que j'irai demander le plus gros effort à fournir pour nous remettre à flot. Je ne dis pas, je dis nous remettre à flot, c'est-à-dire tout le monde doit pouvoir manger, tout le monde doit pouvoir aller à l'école avec des profs devant soi, tout le monde doit pouvoir aller se faire soigner, tout le monde doit avoir un salaire digne qui permet de disposer par soi-même de son existence sans demander l'aumône aux milliardaires comme il vient de nous en infliger la vilaine démonstration.
Voilà ce que j'aurais fait. Alors après, je peux rentrer dans le détail parce que c'est un programme, l'Avenir en commun, et qui prévoit alors que pour l'impôt, il y a 14 tranches et plus t'en as, plus tu payes. C'est un programme de bifurcation écologique parce qu'il faudra quand même, on va peut-être en parler tout à l'heure, On va en parler. quand même qu'on se soucie de ce qui se passe. Bref, ce n'est pas vrai que le pays soit pauvre. Ce n'est pas vrai que le pays ne sache pas faire. Ce n'est pas vrai. On peut tous vivre dignement à condition de partager. Et ceux qui ne veulent pas partager de bon gré seront partagés de force. La force de la loi. Emilio? Mais justement, Monsieur Mélenchon, vous voulez parler de climat. C'est la prochaine question. C'est la grosse actualité aussi de cette rentrée. On a vu l'été le plus chaud de l'histoire et encore les crises liées au réchauffement climatique en Libye. D'ici quelques jours, le gouvernement est censé présenter son plan de planification écologique, un mot que vous aviez participé à mettre dans le débat public. Qu'est-ce que vous en attendez? Non, j'ai pas participé. C'est moi qui l'ai inventé et qui l'ai mis sur la table. Et c'est Martine Billard. Non mais attends. C'est Martine Billard, députée de Paris, qui a déposé le premier projet de loi pour la planification écologique. Mais le mot planification écologique, tout le monde comprend son sens. C'est prévoir et organiser l'amont avec la culture, l'aval avec les moyens de production. Mais il faut dire pourquoi faire. Planifier écologiquement, ça signifie décider dans quelle direction on va. Là, M. Macron, il ne nous l'a pas dit. Ben justement, Sa direction, c'est le fric. Vous en attendez quoi de ce plan de planification? Alors, Je pense qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit qui soit raisonnable. D'abord, commençons par dire une chose. Vous allez me trouver répétitif, mais contre quoi luttez-vous, à votre avis? Contre le mauvais... Exactement. La cause... Non mais attendez, c'est très sérieux. Ça arrive. La cause de la crise écologique est dans le capitalisme. Le capitalisme, écoutez, ah non mais si vous gueulez tous les 3 mots, je peux plus parler. Ouais, mais alors du coup, où est la solution du coup? Si la crise vient de là, qu'est-ce que vous, au pouvoir, changeriez? Oh, c'est la fête de l'humain. Non mais d'accord. Merci, non mais... Ça c'est la fête de l'humain, ça marche depuis un siècle, vous avez raison, et maintenant la solution donc. Ouais. Anticapitaliste, mais pourquoi? Allez-y. Chez eux, hein. Alors, d'abord, commençons... Non mais je sais que ça peut agacer, mais identifier l'adversité nous permet de réfléchir un instant sur la raison profonde. Ça ne peut pas être simplement une déclaration idéologique, encore qu'on peut être pour des raisons morales et idéologiques, anticapitaliste, qui est mon cas. Je viens d'une période où la crise écologique n'était pas arrivée jusqu'au cerveau de la plupart des élites politiques, dont je faisais partie. Comprenez bien, le cycle du capital, c'est de l'argent devient de la marchandise qui doit devenir de l'argent. Puis la marchandise devient de l'argent et le cycle repart. Le capitalisme doit accélérer sans cesse le cycle. C'est pourquoi il est intrinsèquement anti-écologique, car il lui faut sans cesse produire n'importe quoi, n'importe comment, fût-ce à perte du moment qu'il produit et qu'il espère de l'échange. Prenons un exemple. Comment vous auriez la machine, Monsieur Mélenchon? Écoutez, supportez un instant qu'on essaye de comprendre. Latin, comprendre. Comprehendere, prendre avec soi. Il faut d'abord comprendre la racine de la crise. Sinon, c'est une accusation dans l'air. Nous sommes donc confrontés à ça. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que vous attendez de Macron? Il a dit et répété sur tous les tons, paraît-il, qu'il est devenu planificateur. Vous l'avez entendu dire, il faut décarboner. Or, à l'heure à laquelle nous parlons, alors que nous sommes entrés dans une phase aiguë, le secrétaire général de l'ONU a dit, l'effondrement est commencé. Il y a aujourd'hui plus de projets de pipeline, de pétrole et de gaz qu'il n'y en a jamais eu de toute l'histoire de l'humanité. Autrement dit, quand vous me dites qu'est-ce qu'on fait, eh bien on arrête d'abord ça. D'accord. Mais pour arrêter ça, il faut immédiatement déployer d'autres moyens, notamment d'autres sources d'énergie. On ne peut pas se contenter de dire « Ah ben on est content parce qu'on a nos centrales nucléaires ».
avant que les têtes d'œufs réalisent qu'on ne refroidit pas une centrale nucléaire avec de l'eau chaude dans une rivière et qu'il faut donc passer à d'autres formes. Donc, nous arrêterons un certain nombre de procédés de production d'énergie et, à marche forcée, nous installerons les machines dont nous avons besoin là où est l'énergie la plus importante, sans cesse renouvelée et la plus accessible. Vous parlez des éoliennes ? La mer. Les mouvements de la mer produisent 360 fois ce dont on a besoin à terre. Ce sont des machines d'une simplicité enfantine, puisqu'il suffit qu'il y ait des clapots qui bougent pour que ça produise de l'électricité. Sortir du nucléaire avec l'hydrolien, c'est votre plan ? Mais pas que du nucléaire, sortir des énergies fossiles. Le nucléaire, c'est une opération qui demande le temps. Si vous voulez, on ne peut pas appuyer sur un bouton et arrêter. Non, ça demande du temps. Donc on doit décider, c'est à ça que sert la planification. On m'a dit il y en a jusqu'à 2040. Moi j'avais dit, si c'est moi qui préside ce pays, moi je vous demande de faire plus vite, on ne peut pas attendre. Et si vous voulez si on doit avoir la discussion sur le nucléaire, j'y suis tout à fait prêt. Mais je ne veux pas qu'on réduise, d'accord, on va s'occuper du nucléaire et on ne va pas s'occuper des énergies carbonées, on ne va pas s'occuper du pétrole, on ne va pas s'occuper du gaz. Il faut tout faire en même temps. Et c'est possible. C'est pour ça que je voulais qu'on parle d'éducation. Parce que la recherche fondamentale, elle est où aujourd'hui ? C'est intéressant parce que on a commencé cet échange en posant assez bien les bases de ce qui ici fait l'unanimité, cette question de cette identité profondément de gauche. Et il se trouve que l'Humanité a fait un travail dans son numéro d'aujourd'hui, un baromètre sur ce que c'est pour les gens qui ont été enquêtés du coup, qu'être de gauche. Tu peux nous en parler, Maud, tu as une question là-dessus ? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend partout que la droite extrême aurait gagné la bataille idéologique. Là, on a republié aujourd'hui un sondage qu'on fait depuis 10 ans avec l'IFOP qui nous permet d'avoir un petit peu de recul historique. Et alors, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que la gauche, elle a bel et bien engrangé des victoires culturelles sur le rôle de l'État, sur l'écologie, sur la répartition des richesses, sur la taxation des plus hauts revenus, c'est même assez incroyable. On marque des points sur quel autre grand sujet la gauche doit engranger d'abord des victoires idéologiques d'ici 2027. Vous parliez tout à l'heure de l'abaya, de tous ces débats qu'avait pollué la rentrée autour de l'école. Sur quel autre grand sujet comme ça la gauche peut engranger des victoires ? D'abord, je commence par le début de votre présentation. L'article de l'UMA et l'enquête est superbe. Il y a la profondeur de temps qui permet de comparer et de tordre le cou à une idée ridicule. Depuis le début, on a eu un mal de chien à faire la démonstration que je vais résumer en quelques mots. Mais depuis la parution du livre de Thomas Piketty et Julia Cagé, on en a enfin fini avec un bobard qui était que l'extrême droite avait submergé le pays et que les masses populaires avaient quitté la gauche. Ce n'est pas vrai. Mais le problème, il est là quand même, hein. Mais ça n'est pas vrai comme c'était présenté. Qu'est-ce qui d'abord fait que nous avons reculé ? Mais que la gauche a trahi. Si elle avait tenu sa parole, si elle avait réduit la misère, si elle avait augmenté l'éducation, si elle avait amélioré la santé, les gens n'auraient pas dit « vous êtes des menteurs ». Donc nous allons voir les autres. Si la gauche, l'ancienne gauche, la gauche d'avant, la gauche traditionnelle, avait eu le courage de tenir bon dès le début en disant « ce n'est pas vrai que c'est l'immigré le coupable de la situation, c'est le banquier, c'est la finance ». Et si aujourd'hui encore, au lieu de montrer du doigt et d'accepter la clownerie qu'a été cette rentrée, il y a des gens qui se sont cachés pendant 3 semaines parce qu'ils n'avaient pas le culot de monter en première ligne pour dire « c'est un scandale ce que vous faites ». De décider que tel vêtement est un vêtement religieux, quand bien même les religieux vous disent que c'est pas vrai, pour montrer du doigt la jeunesse. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose à propos de la loi immigration. Qui va bientôt être examinée. Parce qu'elle va venir et ils vont pourrir l'atmosphère pendant 1 mois et demi avec ça. La tactique du capital consiste à fragmenter le peuple avant de le désunir politiquement. Maintenant, la question, le deuxième alinéa. Attendez. Juste là-dessus, Mélenchon. Pour fonder à juste titre la gauche qui a trahi. Les ravages du quinquennat Hollande qui ont créé du désespoir dans l'électorat, oui. Une partie qui ne veut plus aller voter à cause de ça.
Je vais vous poser la question franchement. Vous réinvitez Ségolène Royal il y a quelques semaines avec l'hypothèse qu'elle porte l'élection de la NUP. Forcément, bah voilà, c'est tout simplement, ça déstabilise. Donc l'union, elle se fait jusqu'aux acteurs du quinquennat Hollande? Alors, ça serait certainement l'examiner par le bout le plus mesquin. Certainement pourquoi la responsabilité... Attendez. Allez-y. Ah, ça va, on peut réagir, ça va. Moi, Allez-y. mon rôle dans la bataille est d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. L'objectif, c'est que nous voulons avoir une liste d'union aux élections européennes pour battre la droite et l'extrême droite. J'ouvre mes bouteilles de bière avec ce que j'ai sous la main. Un stylo, un couteau. Et à ce moment-là, il y a une personne qui dit qu'elle en a rien à foutre de l'Union et qui s'appelle Fabien Roussel. Et il y en a une autre. Fallait pas me chercher. Tu me cherches, tu me trouves. Deuxième, et il y a une femme avec laquelle j'ai eu des désaccords terribles. J'ai écrit des tas de choses extrêmement désagréables sur ce qu'elle racontait. Et cette femme, elle vient et elle dit « Je suis pour l'Union ». On lui dit « Vous êtes capable de le dire en public ?» Elle dit « Je viens le dire chez vous ». On l'a accepté. Je vais vous dire, je la remercie d'avoir fait ça, parce que à partir de cette séance qui a eu lieu cet été, la question de l'Union, qui avait l'air d'être perdue, qu'on ne pouvait plus en discuter, a été réouverte. Et ça a permis aux jeunes des organisations de jeunesse de reprendre la main. Moi, ici, je suis trop vieux pour qu'on me prenne à des pièges de gamins. Par conséquent, j'utilise tout ce que je peux pour atteindre mes objectifs. Je la remercie et je continue à en vouloir à ceux qui ne veulent pas de l'Union. Et je suis persuadé que nous pouvons y arriver. Pardon. Donc, y compris avec les acteurs du quinquennat Hollande, dont vous pourfendez le bilan, monsieur Mélenchon. Bah oui. Et pas que parce que l'Union, c'est sympa et qu'on s'aime et tout ça, parce que c'est pas vrai et on peut comprendre qu'on s'aime pas. Mais parce que si nous la faisons, nous avons la capacité d'entraîner des tas de gens qui n'ont plus confiance en rien et qui se disent on va se mettre avec vous et alors on va battre tous les autres. Et si on les bat, alors on entre dans la prochaine présidentielle en étant en tête. Et je ne sais pas qui s'en chargera, mais c'est une meilleure position quand même que moi qui ai dû me taper 3 fois de partir du fond de la salle. Emilio, tu avais une question? Oui, justement, sur l'Union, monsieur Mélenchon, moi j'ai un souvenir pendant la présidentielle, vous critiquiez les organisateurs de la primaire populaire en leur disant qu'ils ramenaient tout le temps sur le tapis la question de l'Union et qu'ils créaient, selon votre expression, de la désespérance. Mais est-ce qu'avec la France Insoumise, vous ne faites pas un peu la même chose, c'est-à-dire du chantage, voire du harcèlement à l'Union? Ça va, c'est de bonne guerre. Non mais... on est à la fête de l'UMA, on est à l'Agora. Les questions sont franches. Les questions sont franches, les réponses le sont aussi. Jean-Luc Dans la Mélenchon. classe médiatique, il y a aussi une idéologie dominante. Vous avez remarqué, ils posent toujours les mêmes questions. Donc, c'est facile. Vous pouvez pas dire que l'UMA c'est l'idéologie dominante. Écoutez, ça va quoi? Allez-y, Déjà, vous commencez par me citer, vous savez même pas ce que vous dites. Ce n'est pas mon argument. Ah bon? Ben non. Jean-Luc Mélenchon, reconnaissez qu'en un an, ça a changé de ton sur la question de l'union de la gauche. Ça m'intéresse, j'ai envie de vous comprendre. Ça va, c'est sympa comme ça? Ouais. Monsieur Mélenchon, allez-y. Non mais que des gens qui suivent ça de loin, mais des gens qui regardent de près. Alors, supportez l'explication. S'il vous plaît. On ne peut pas faire l'union si la ligne politique de la rupture n'est pas en tête. Hein? Je ne ferai jamais, J-A-M-A-I-S majuscule, l'union sur un programme au rabais qui ne serait pas un programme de rupture avec le capitalisme. Jamais. Il fallait donc commencer par être devant. Et il fallait le faire à la loyale. C'est-à-dire en allant devant les gens sans leur mentir et en leur disant voilà ce qu'on va faire. Personne ne peut dire Mélenchon nous a caché ce qu'il comptait faire, ni la France Insoumise. Une fois qu'on est devant, on est en capacité de présenter un programme et c'est ce que nous avons fait en 2022. Quand pour la deuxième fois nous avons été devant, nous leur avons dit faisons un programme partagé. On m'a dit non, 10 mesures. J'ai dit non, pas 10 mesures, il y en a 640.
C'est un vrai programme. Donc, premièrement. Deuxièmement, pour parler des primaires, nous n'irons jamais dans les primaires, pour une raison avérée par l'histoire. La primaire fait exploser tous ceux qui y participent. Tous ceux qui ont fait des primaires n'en sont jamais ressortis vivants. Deuxièmement, la primaire donne toujours la prime au secteur moyen, à celui qui clive ou à celle qui clive le moins, à celui qui fait le moins peur. Quand ils ont voulu, l'année où on a rompu le front de gauche, mes camarades communistes avec qui je fonctionnais comme ça, on parlera peut-être de nos rapports aux communistes, eh bien, ont décidé, à ce moment-là, d'aller à la primaire. Pour finir, ils n'y sont pas allés. Mais à ce moment-là, ils ont décidé et on a rompu, les uns avec les autres. Cohn-Bendit disait, la primaire, ce qu'il y a de formidable, c'est que ni Mélenchon ni Pierre Laurent ne seront jamais élus. Je termine. Partout où on a fait des primaires, ça a toujours été pour élire des quiches qui nous ont ensuite trahis. Partout dans le monde, on a mis en place des personnages moyens, très intelligents, pas clivants, et ça s'est terminé en débandade générale. Je prends l'exemple de l'Argentine, je prends l'exemple du Chili où on s'est fait aplatir sur la Constitution. Je pourrais multiplier les pays. C'est une méthode calamiteuse que de faire des primaires. Est-ce que vous prenez l'exemple de François Ruffin? Je veux pas de petites phrases. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Non, mais enfin voilà, ça vous avez compris. Attendez, écoutez, c'est intéressant parce que François Ruffin, aux universités, aux amphis de la France insoumise, a posé la base de la rupture avec la radicalité dont vous parlez comme base de rassemblement de la gauche, mais en apportant l'idée qu'il allait falloir rompre avec ce que vous dénoncez, qu'au contraire, ce à quoi vous adhérez, avec un clivage, avec la fureur et le fracas. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie que propose Ruffin, celle peut-être un peu trop lisse à votre goût? Bon. Non, moi je lui donne raison, parce que quand il est allé dire devant l'Élysée qu'il y aurait un attentat, je trouvais que c'était exagéré. Soyons sérieux. Allez-y. La déclaration de François, qui est un homme politique de premier plan, un camarade et un ami. Et on peut y passer la soirée. C'est pas moi qui vais alimenter cette chronique. Non, oui. Nous avons eu un premier désaccord. François disait, on a négligé les zones rurales. Et on a discuté de ça. C'est une discussion sérieuse. Oui, bien sûr. On a le droit d'être en désaccord. Ah ben non, parce qu'après, si on est en désaccord, c'est qu'on se déchire. Si on dit tous pareil, on dit, ils ont tous peur de Mélenchon. Il faudrait savoir. Donc on parle. On a assez parlé pour se comprendre. Et moi, j'ai fait observer que dans les zones rurales, nous avons repris pied. Il y a une députée dans la Creuse, elle est insoumise. Il y a 3 députés dans la Haute-Vienne, ils sont insoumis. Il y a un député cégétiste dans l'Aveyron, de la vallée de la Mécanique, qui a été abandonné, il est insoumis. Donc, il y a des résultats. Comment y arrive-t-on? Pas parce que, j'ai donné ma part, mais parce qu'il y a un vrai travail de terrain, d'aller chercher les gens. Faire des phrases dans les réunions publiques, c'est une chose. Aller chercher les gens un par un, c'en est une autre, c'est un travail à faire. Et là où on a convergé, puisque vous citez François, rappelez-vous sa formule à cette réunion, parce que c'est la première fois qu'il l'a utilisée. Il a dit, dans les tours, celle des quartiers populaires, ce qui n'était pas sa position au départ, et dans les faubourgs, c'est la même question qui est posée. C'est celle des services publics, c'est celle de la dignité des personnes, c'est celle du niveau des salaires. Donc nous sommes d'accord. Quant au ton, pourquoi attribuer ça à François? Il y en a d'autres qui disent ça. Je ne suis pas d'accord et je peux l'expliquer en un mot. Allez-y. La stratégie de la conflictualité est aussi vieille que la philosophie elle-même et la pensée libre, aussi vieille que le marxisme et le socialisme. Si vous n'allez pas au conflit, à la mise en conflit, alors les choses restent consensuelles et la conscience ne surgit pas. Il faut dire non pour savoir pourquoi on dit oui. Et pour ça, il faut accepter le conflit. On n'éduquera pas des millions de gens. Moi, je ne crée pas un parti révolutionnaire. Je travaille à la formation d'un peuple révolutionnaire. Ce qui signifie que c'est par le conflit et l'éducation collective. Usul. Je sais pas pourquoi je crie comme ça, j'ai un micro. Et comme vous êtes nombreux, ça me fait crier. Oui.
Il y a un running gag sur le fait qu'aucun micro qu'on me donne ne fonctionne. Apparemment, on ne veut pas que je me fasse moi aussi engueuler par Mélenchon. Très bien. Donc, moi, je vais plutôt aller dans le sens à la fois de l'ambiance générale. On est quand même à la fête de l'UMA. Il y a des communistes, il y a des insoumis, il y a tout. Donc, s'il y a bien un truc sur lequel on est d'accord, c'est on a une bonne base marxiste. Normalement, on devrait pouvoir y aller. On a démarré sur la situation sociale que sont en train de vivre les Français aujourd'hui, et on peut revenir là-dessus. Une des mesures qui a beaucoup été mise en avant par vous dans vos interventions, ça a été le blocage des prix. Mais en même temps, on se retrouve aussi face à un tel déferlement, face à Total, face à... Quelles peuvent être nos revendications les plus radicales contre le capitalisme, qui sont à même de faire retourner, de la même manière que l'extrême droite n'a aucun problème à être radicale et à avancer. Aujourd'hui, on parle un concept un peu galvaudé, la fenêtre d'Overton, etc. Mais eux, ils y vont fort. Pourquoi nous, on n'y va pas fort? D'autant plus que on voit dans les enquêtes que là où les Français peuvent être réticents par rapport à la gauche, mais où la gauche peut être minoritaire, c'est dans certaines questions culturelles. Par contre, sur le rôle des services publics et le rôle de l'État, je pense pas que les Français auraient beaucoup de problèmes à ce qu'on demande la nationalisation de Total. Ou l'expropriation de certaines grandes fortunes, etc. Cette radicalité, elle peut nous mettre d'accord, et elle peut d'autant plus nous mettre d'accord avec ses camarades du parti dit communiste. Donc allons-y. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus fort qui aille au-delà de la revendication transitoire? Voilà. Ah bah attends. Ne mélangeons pas tout. Vous êtes un connaisseur. Donc j'y vais mollo. D'abord, commençons par dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Déjà pour commencer. Mais ça dépend de quoi on parle. De la lutte dans le cadre d'un gouvernement de droite qui criminalise toutes les oppositions et d'un système médiatique qui nous insulte du matin au soir, ou bien est-ce qu'on est au pouvoir et en exerçant le pouvoir, on crée les conditions d'aller, c'est ma stratégie, hein, vous ferez peut-être autrement, mais c'est ma stratégie jusque-là, c'est-à-dire un programme de transition. On part d'une position qui mobilise, qui rassemble les foules, les masses, qui s'éduquent, qui savent pourquoi elles le font, et on va à une autre direction. Prenons exemple là, on va dire une mesure anticapitaliste immédiate. On a besoin de tant de milliards. Mettez la main à la poche. Total, machin, truc, etc. Vous devez tant. Pas l'aumône, vous devez tant comme impôt. Deuxième mesure. L'inflation, c'est voler du salaire aux travailleurs. Donc, nous faisons deux choses. Un, dans l'immédiat, nous indexons les salaires sur l'inflation. Vous augmentez les prix, on augmente les salaires. Ah, mais monsieur Mélenchon, il faut rompre le cycle infernal. Si vous augmentez les salaires, eh bien alors il va falloir augmenter les prix. Eh bien justement, non. On augmentera les salaires et vous n'augmenterez pas les prix. Comment on va faire? En bloquant les marges. Pas seulement en bloquant les prix, mais nous avons établi la démonstration, les économistes qui nous font l'amitié de travailler avec l'Institut La Boétie, on fait la démonstration que c'était l'augmentation des marges de l'agroalimentaire, c'est-à-dire la part qu'ils vous prennent en bénéfice, qui explique l'explosion des prix. Par conséquent, la mesure d'urgence, c'est pas de faire Bruno demande, s'il vous plaît, soyons gentils, c'est de dire, d'arrêter, de bloquer, de faire reculer, de dire vous avez droit à une marge de temps. Que personne vienne me dire que c'est des mesures de communisme de guerre. Parce que sous le général de Gaulle, dans les années 50-60, il y avait un contrôle de tous les prix, pas seulement d'un ou deux, de tous. Donc on peut le faire. Et pourquoi le ferait-on dans une mesure d'urgence? Parce que les gens sont pris à la gorge. Et qu'on ne peut plus accepter d'entendre des dissertations économiques en se disant faites ceci ou faites cela, et ça finira par s'arranger. Non, c'est maintenant, tout de suite. Maintenant, vous parlez des nationalisations. Nous avons mis au point un programme. Qui prévoit? Partagé. Je ne peux pas sortir de mon chapeau, même déjà l'échelle mobile des salaires, sur laquelle tous les insoumis sont d'accord, et la CGT, et un certain nombre d'organisations, le NPA, d'autres organisations, des syndicats, des trotskistes, bref, plein de gens sont d'accord, mais ça n'est pas dans les 640 mesures que nous avons signées avec les autres.
comprenez-moi, je suis obligé de me faire le garant scrupuleux du programme qu'on a signé, parce que les autres s'en foutent des programmes. Ils avaient à peine fini de signer qu'ils ont commencé à dire « Ouais, non, c'est un accord électoral ». Et puis après, c'est un accord électoral d'un genre nouveau qui ne s'applique dans aucune élection. Parce qu'une fois qu'ils ont pris leur siège, au revoir Mélenchon et à la prochaine. Donc, ouais, mais ça c'est la vérité. Vous leur en voulez? Donc, maintenant, si nous voulons des nationalisations, comment est-ce qu'on va y arriver, camarades? Il faut d'abord qu'on ait franchi la première étape, la conquête du pouvoir. Deuxièmement, il faut qu'il y ait l'intervention populaire dans la vie économique partout pour que les salariés et les travailleurs eux-mêmes déterminent ce que nous allons faire. Il ne suffit pas de nationaliser, soit dit par parenthèse, il faut également transformer tout le processus de la production. Et seuls les travailleurs ont l'expertise qui permet cette transformation. C'est pourquoi tu as raison de dire que ce n'est pas dans le programme, la nationalisation de Total. La question pourrait se poser en effet. Total est une boîte qui a été créée par François Ier, c'était la Compagnie des Huiles Orientales. Elle a appartenu à l'État. Elle a généré des dizaines d'entreprises nationalisées de la pharmacie qui ont toutes disparu. On pourrait décider qu'on a à nouveau besoin du contrôle du pétrole. Pas pour faire du carburant, mais pour faire de la chimie, des médicaments et ainsi de suite. Ou bien parce que nous n'acceptons pas que des Français contribuent à la pollution radicale de la planète, notamment celle qui va avoir pour origine l'extraction du pétrole qui se trouve aujourd'hui en Centrafrique et qui justifie l'un des pipes les plus longs du monde. On a encore beaucoup de questions à vous poser pour continuer à expliquer tout ça. Sacha, tu avais une question. Bonsoir, je vais complètement changer de sujet. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut passer l'extrait l'année dernière lors de votre meeting à Caen? J'ai revu des images et à un moment vous dites « Ah bah c'est là ». Je sais pas si ça les premières fois que j'ai dit ça, ah comme Mélenchon parle violemment. J'aurais dû le dire d'une voix sucrée, personne n'aurait compris. On est obligé de parler comme ça. Des fois, ils s'étonnent de mon vocabulaire. Mais pour qui vous me prenez? J'ai fait des études comme tout le monde, grâce à l'école publique. J'ai une licence de philo, un diplôme universitaire d'études de lettres. Je sais ne pas dire « la police tue ». Mais si je le dis pas, ils en parlent pas. En gros, à la fin, vous dites je dis la police tue et si je ne le dis pas, ils n'en parlent pas. Je suis désolée, ma question, elle n'est pas sur la police. Justement, donc l'extrait, ça parlait du fait de se faire entendre. Sacha, explique. Voilà, alors, je ne vais pas parler de la police, je suis désolée. J'ai 3 questions sur cet extrait. Vous avez pu entendre du coup ou pas? J'ai pas compris de quoi on parlait dans l'extrait. Hein. En gros, dans l'extrait, vous dites je dis la police tue et si je ne le dis pas, ils n'en parlent pas. Les médias. Moi, j'ai 3 questions là-dessus. La première, c'est est-ce qu'avec cette stratégie, entre guillemets, de la phrase choc, vous acceptez un peu le système médiatique tel qu'il est et est-ce que du coup vous acceptez de le nourrir parce qu'il vous nourrit et inversement? Bon, alors... Je peux poser les questions et après... Non, mais je comprends. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'en tant qu'homme politique, vous estimez n'avoir aucun moyen de contourner ce système médiatique, justement? Non, on en a. Nous avons une stratégie... J'en ai une troisième. Ah après, bon, c'est promis, j'arrête après. Et la troisième, c'est est-ce que cette stratégie, finalement, c'est pas un échec, puisque le système médiatique ne fait qu'on ne va parler que de la petite phrase et jamais du fond. C'est toujours Mélenchon a dit ça, Mélenchon a été violent, et jamais, on revient jamais vraiment sur le sens de la phrase. Alors, en répondant à la première question, je vais peut-être un peu répondre à la troisième. J'apprends qu'un jeune homme qui porte un uniforme a estimé qu'il y avait un refus d'obtempérer. Il a 24-25 ans à ce moment-là. Il sort son flingue et il tire sur le chauffeur. Le lendemain, dans les médias, on entendra
Oui, mais il était connu de la police. C'était d'ailleurs écrit sur son front, non? Je suis un repris de justice, ici. C'est déjà énorme que quelqu'un dise un refus d'obtempérer peut avoir comme condition la mort. Je ne connais pas une personne normale qui trouve ça normal. Deuxièmement, écoutez, regardez, tous on doit réfléchir à ce qu'on fait en responsabilité. J'essayais de comprendre. Merde, j'ai mon âge, je suis entouré de gens jeunes. Qu'est-ce qui fait qu'un gars de 24 ans qui a sorti son revolver, qui tire sur quelqu'un, ensuite bouge la main et tire sur la passagère? C'est un jeune homme, il y a une passagère, il la regarde, n'importe quel homme fait ça, il la regarde. Qui c'est? Et lui, il tire. Je me suis demandé pourquoi. Écoutez-moi, je me suis demandé pourquoi il avait tiré. Comment tu peux abattre quelqu'un? Et comment, quand tu es un homme, tu abats quelqu'un qui est une passagère? Et je me suis dit, c'est qu'à cet instant, dans son esprit, il y a un interdit absolu qui n'a pas fonctionné. Déjà, le premier n'avait pas fonctionné. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le début du décalogue. Tu ne tueras point. Et après tu tires sur la passagère. Je suis désolée, ça veut dire que tu ne vois pas que c'est une personne, que tu ne vois pas que c'est un être humain. Monsieur Pourquoi? Mélenchon, excusez-moi, c'est pas une question sur les violences policières. Je pense qu'on est tous d'accord à peu près ici dessus. Oui, mais, Vraiment. mais j'essaye d'expliquer. Je suis un homme qui connaît les questions du commandement. Une troupe ne vaut que par ses chefs. Si vous trouvez des éléments qui trouvent normaux de tirer, c'est parce que jamais on leur a dit « on ne fait pas ça ». Ta dignité d'homme t'interdit de le faire. Bien. C'était pas la question. Oui, mais j'explique. C'était important que vous le disiez, mais sur la question qui est posée sur la stratégie médiatique. Ben oui, mais j'ai compris, figurez-vous. Hein. Allez-y. C'est une relance, c'est une relance. Là. Merci. Non, mais croyez pas, je l'engueule, quoi. J'en ai marre à la fin. Dès que je parle un peu fort, on me croit que j'engueule les gens. J'engueule pas. Ça peut arriver, ça peut arriver. La stratégie médiatique. Premier tweet de Mélenchon ce jour-là, je suis écœuré. Je fais un tweet pour dire pas de peine de mort pour le refus d'obtempérer. Aussitôt, tous les journalistes disent comme c'est intéressant, quelle pensée intelligente et profonde. Commentons là. Que veut dire monsieur Mélenchon? Surtout que j'ai dit il faut réformer la police de la cave au grenier. Aussitôt, ils se sont dit voilà ce qui est intéressant. Rien, pas un mot, ils s'en foutent. Alors j'ai dit vous le prenez comme ça? Eh ben moi je vous fais du poutou. La police tue, le tabac tue, la police tue. Et j'ai pas peur de le répéter. Et j'ai l'intention d'obtenir, par ma stratégie, j'ai l'intention d'obtenir que tout le monde réfléchisse. Comment on a pu en arriver là? Mais du coup, la police doit servir et obéir à la loi républicaine, comme les autres. Mais encore une fois, là-dessus, on est d'accord, mais vous nourrissez un système que vous critiquez. Mais madame, je vous comprends. Chaque fois que je vais faire mes cours, je nourris le capitalisme. Chaque fois que je monte dans une bagnole, je contribue à la pollution. Chaque fois que je vais à une élection, je justifie la Ve République. Nous faisons la lutte politique dans les conditions que nous trouvons. Par conséquent, comme il y a un mur médiatique, il faut percer le mur. Comment faire? Et voilà, c'était ma deuxième question. Comment vous le contournez en tant qu'homme politique? Alors voilà, on a tout essayé au début. Des fois, même les copains, on a connu des journalistes qui étaient de gauche. Et puis tout d'un coup, tiens, ils ne l'étaient plus. Ou bien on arrivait au moment de l'interview, c'est pas le cas ici. Hein. D'ailleurs, j'ai pas dit que vous étiez de gauche. Surtout pas Usul. Bon, vous êtes tous de gauche. Bon, on a le droit en plus d'être divers, hein, comme on est. Mais c'était très difficile et ça ne marchait jamais. Et ce que vous devriez poser comme question, c'est pas à Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire comment ça se fait que depuis 10 ans, vous traitez ce type de tout ce qui vous passe sous la main, antisémite, ceci, cela, tout, violent, anti-flic, anti-ceci, anti-cela, et d'élection en élection, je ne cesse de progresser. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une stratégie de communication, c'est mes adversaires, c'est pas moi.
Mais comme ça ne suffit pas à vous convaincre ça va de vos continuer à exploits... progresser. Non, mais ça ne vous suffit pas à vous convaincre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système médiatique. Le système médiatique est fondamentalement la deuxième peau du système. Vous mettez de côté quelques journaux de gauche, dont l'Humanité. C'est gentil. Dans l'Humanité, eh ben... Et tout le reste... L'Humanité, c'est notre bien commun, hein. C'est Jaurès qui, à la sueur de son front, l'a créée, et eux, ils continuent à la faire vivre. Donc, tous ces journaux... Et Usul aussi. Bah, des fois, il dit du bien de moi, alors je peux en dire de lui, non? Pas toujours. Non, mais je reviens à ce que... Donc, on a élaboré une stratégie. Comment on allait faire? D'abord, on cesse de croire qu'un propos intelligent intéresse un média. Pendant 10 ans, j'ai parlé de planification écologique. Je n'ai jamais été interrogé une seule fois sur ce que ça voulait dire. J'ai plaidé pendant je ne sais combien de temps. La première fois que j'ai parlé de l'Anthropocène dans un livre, l'ère où l'être humain modifie la planète. Le seul commentaire médiatique que j'ai eu sur un plateau de télé, le seul, en 10 ans, c'est « Ah, ben avec vous, au moins, on a appris un mot. » C'est tout. Le système médiatique ne sert qu'à une chose, bourrer le crâne et empêcher de penser. Donc, comment on doit faire? Il faut le contourner. Il y a toute la presse, il y a d'abord notre propre presse qu'il faut défendre, la faire vivre. Pas parce qu'on est d'accord avec ou parce qu'elle est d'accord avec nous, Un peu quand même. mais parce qu'elle ouvre de la discussion. Au moins, elle est dans l'espace de gauche. Bon, des fois, il y a une presse géniale que j'aime beaucoup. Par exemple, je lis le Figaro. Pourquoi? Parce qu'ils sont de droite et qu'ils le disent. Les pires, c'est les planqués. C'est ceux qui disent, nous non, on est objectif et indépendant. Mon œil, oui, vous n'êtes ni objectif ni indépendant. Le Monde qui me tape dessus sans arrêt est pas un journal indépendant. Comment faut-il faire? Il faut faire exploser le système en aidant ce qui est autour et nous-mêmes en créant nos propres médias qui aient une plus grande influence. Je termine là-dessus. Quand Libération écrit un article pourri sur moi ou qui prétend qu'il y a une rupture entre Mélenchon et les Juifs, une invention de Libération, qui se permet d'écrire une phrase comme, qu'il attribue à quelqu'un d'autre, qui dit « Ah mais chez les Insoumis, il n'y a pas de dirigeants juifs, ça fait bizarre. » Eh bien, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de dirigeants juifs, il n'y a pas de dirigeants chrétiens, il n'y a pas de dirigeants musulmans, il n'y a que des dirigeants. Et si quelqu'un veut aller dire à Libération quelle est sa religion, c'est son affaire, mais c'est pas moi qui m'en occuperai. Continue. Entre cet article pourri, qui a eu quelques dizaines de lecteurs qui n'ont que ça à foutre, et n'importe lequel des articles que nous passons sur nos vidéos, font des chiffres qui n'ont rien à voir. Je vous donne un exemple, le passage de l'autre soir sur le Maroc, où j'ai mis en avant la solidarité marocaine. 1,5 million de personnes regardent l'émission. Sur mes chaînes, 3 millions. Alors, de l'article de Libé, je m'en tamponne. Jean-Luc Mélenchon, depuis tout à l'heure, vous parlez de conflictualité. Attendez. Vous parlez de Jean-Luc conflictualité. Jean-Luc Oh, Mélenchon. les garçons, ça se passe par là. Merci. Oh. Heureusement que vous êtes là. Vous parlez de conflictualité, d'une stratégie assumée. Vous expliquez très bien comment, effectivement, des fois, vous jouez avec les médias sur une petite phrase pour imposer aussi un thème dans la bataille culturelle. J'ai été imité, hein. Moi, je vous avoue, c'est pas un débat de personne, il y a un tweet que vous avez fait hier qui m'a étonné parce que vous avez reproché dans ce tweet, en l'occurrence au secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, le fait qu'il appelle, non, mais c'est intéressant comme débat de fond. Vous avez reproché le fait qu'il appelle à se mobiliser devant les préfectures. Pourquoi il a fait cette proposition? Il s'adressait à des lecteurs de l'Humanité qui disaient ce qu'on disait tout à l'heure, qui disaient on crève la dalle, on vote, ça sert à rien, on n'arrive plus à payer nos factures, oui on vous aime bien la gauche, mais là vous faites quoi pour nous? Il disait, et donc un responsable politique qui répond à cette détresse populaire, pour le coup, il fait la stratégie que vous évoquez tout à l'heure. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi vous, qui assumez la conflictualité,
pour le coup, je vais reprendre vos mots, vous ayez des pudeurs de gazelle à se mobiliser devant des préfectures. Oui. Jean-Luc Mélenchon. Parce que je ne suis pas d'accord. Okay. Il n'a pas appelé à se mobiliser devant les préfectures, vous foutez pas de moi. Non, non, il a appelé à les envahir. Non, on va rester respectueux. Il a exactement dit ça, donc... Ouais. Il a le droit de se dégonfler, mais moi, je suis obligé de le prendre au sérieux. Après, ça a été les stations essence et les supermarchés. Il a changé d'avis aussi. Pourquoi je réagis? Qu'il applique des techniques qu'il m'a empruntées, je l'ai vu, figurez-vous. Vous n'êtes pas le premier, monsieur Mélenchon, quand même. Il y a une histoire, il y a des traditions. Vous avez juste l'intention d'être désagréable, c'est ça? Non, non, je rappelle les faits. Enfin, non, mais attends. Occuper, non mais c'est pas une insulte, monsieur Mélenchon, mais enfin, occuper des lieux... mais qu'est-ce que j'ai dit qui est insultant? J'ai dit quelque chose d'insultant? Allez-y, continuez. Non mais c'est toujours les grands mots, hein. Et avec moi, c'est toujours les grands mots. Il vitupère. Non. Mais là, vous me prenez pour... c'est pas correct ce que vous faites. Il a dit quelque chose, laissez-moi répondre. Je vous dis qu'il a bien le droit d'utiliser une technique que je connais, mais qu'il me permette de penser qu'après ce que nous venons de subir, notamment pendant les révoltes urbaines, qui ne sont pas des émeutes urbaines, mais des révoltes urbaines, on a le droit d'être prudent. D'accord ? Et moi, je n'appelle pas les autres à faire quelque chose que je ne fais pas moi-même. Après que la préfecture du Puy-en-Velay ait été incendiée, je pèse mes mots quand il est question d'une préfecture. C'est le risque. Et quand je parle à un militant révolutionnaire, là les mots ont une importance. Le communisme est une stratégie révolutionnaire. La stratégie insoumise est une stratégie révolutionnaire. Par conséquent, les révolutionnaires ne sont pas des révolutionnaires de salon qui disent « Ah ben tiens, on va aller attaquer les stations essence. Alors allez attaquer les banques si vous voulez attaquer quelque chose d'utile. » Mais ne faites pas ça. Lénine, pour attaquer le palais d'hiver, il a quand même réuni le bureau politique et ils ont décidé de faire le coup. Je ne suis pas d'accord pour qu'un chef, quel qu'il soit, appelle à des actions d'un tel niveau de violence sans maîtriser ce qu'il fait. Je ne l'ai jamais fait. J'ai appelé à des insurrections citoyennes, j'ai appelé à des marches, j'ai appelé à voter, j'ai appelé à s'unir, j'ai appelé à la constituante, à la révolution citoyenne. Vous ne m'avez jamais entendu appeler à autre chose. Et le jour où vous m'entendrez appeler à autre chose, alors oui, vous pourrez avoir peur parce que c'est qu'on se prépare à le faire. Jules ? Je sais pas pourquoi tu fais ça. Alors, justement, pour rebondir là-dessus, on a eu une année, l'année dernière, avec beaucoup de mouvements sociaux. Il y a eu le mouvement des retraites. Comment vous voyez se profiler cette rentrée? Il y a la manifestation du 23, il me semble, 23 septembre, contre les violences policières. Et en même temps, on est dans une situation sociale qui est tellement dure pour les gens, quel débouché on leur donne si ça n'est pas occuper la préfecture, quel débouché politique, ce qui sous-entend une deuxième question. Où en sont les relations aujourd'hui des partis politiques? Alors, entre eux, à gauche, on voit que c'est compliqué, mais par exemple avec les grandes centrales syndicales, dont la CGT, j'ai croisé Sophie Binet tout à l'heure. Il semblerait que vous vous entendez mieux avec Sophie Binet qu'avec son prédécesseur. Mais du coup, ça débouche sur quoi? Est-ce qu'il y a un genre de coordination? Est-ce que vous avez des espaces pour vous parler entre partis politiques et syndicats? On sait que vous avez eu des mots sur la charte d'Amiens, mais aujourd'hui, concrètement, là, si on devait relancer un mouvement social, comment ça se passerait? Et quelles leçons tirer du précédent mouvement social dans lequel, voilà, il y a eu un rôle joué par les uns, les autres? Bon, bref, je vous laisse répondre. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on fait, là? Je ne sais pas si tout le monde est à les nerfs pour supporter le choc de la vérité. La stratégie que défendent les Insoumis, ça a été de constituer un pôle politique de rupture, un pôle politique anticapitaliste, sérieux, concret, assez fort pour être le centre de gravité de la lutte sociale, étant entendu qu'à nos yeux, la lutte ne peut mener nulle part si ceux qui la dirigent n'ont pas l'intention d'aller jusqu'au bout. C'est un point de vue
qu'on peut manier de différentes manières. C'est pourquoi, après qu'on ait passé pour la première fois en tête de toutes les organisations traditionnelles de la gauche, nous avons immédiatement proposé de faire un front populaire. Et immédiatement, tout le monde a répondu « va te faire voir ». Alors avec des arguments des uns et des autres. La stratégie est un pôle politique fort, discipliné, organisé, présent partout et organisant une connexion avec les forces sociales. La connexion est compliquée à organiser. Je n'ai pas eu des mots sur la charte d'Amiens, cher Usul. J'ai dit à ceux qui me répondent « et la charte d'Amiens nous dit que nous devons être opposés, séparés les uns les autres », je leur dis « oui, vous voulez appliquer la charte d'Amiens, je vous en prie, faites-le ». Parce que la charte d'Amiens dit que le syndicat doit se mettre à distance de la politique parce qu'il a l'intention d'organiser la grève générale révolutionnaire et la transformation de l'économie. Voilà ce qu'il y a dans la charte d'Amiens. Alors à ceux qui viennent me dire « oui, la charte d'Amiens », je dis « d'accord, applique-la et je t'aiderai ». Mais la stratégie de l'Union populaire, qui est la stratégie fondamentale des Insoumis, Union populaire et union politique, c'est pas la même chose. Il peut y avoir des formes d'union politique qui s'opposent à l'union populaire. Prenons un exemple. Les socialistes ne veulent pas dire qu'ils veulent abroger la loi permis de tuer. Si nous ne pouvons pas dire au nom de l'union politique, ça parce que ça les dérange et que c'est pas dans le programme, nous perdrons l'union populaire parce que les milieux populaires veulent qu'on abroge le droit de tuer leurs gosses quand ça déplaît à quelqu'un qui est armé. Alors, comment fait-on? J'essaye de faire aussi vite que je peux. Allez-y, allez-y. Là, en plus, je vous raconte tout. Hein. Je crie parce que je sais pas pourquoi je crie. C'est vrai, ça, c'est une très bonne question, mais allez-y. Je peux parler tout doucement. Alors, comment faire? Nous déclenchons... Là, ça va un peu chauffer. Au premier quinquennat de M. Macron, il commence par la modification du Code du travail. Ouais. Il bouleverse de fond en comble ce que les Français appellent la République sociale. C'est-à-dire, il y a la loi. Tu as le droit d'avoir un accord de branche meilleur que la loi, mais pas moins bon. Tu as le droit d'avoir un accord d'entreprise meilleur que l'accord de branche, mais pas moins bon. Ça, c'est le principe de faveur. C'est 100 ans de lutte syndicale et politique de la gauche pour obtenir ça. En un mois pendant l'été, nous appelons à 2 manifestations et la loi passe. Mais que me dit à ce moment-là Philippe Martinez? Qu'est-ce qu'il vous dit? Les syndicats chez eux, les partis chez eux. Autrement dit, ça ne te regarde pas. Vous trouverez partout dans la presse les traces de cette polémique à laquelle je n'ai jamais répondu. Mais c'est continuellement à moi qu'on vient demander des comptes sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Lorsqu'a commencé la bataille des retraites, la même chose, nous disons, nous avons besoin d'une structure commune. Nous sommes d'accord pour que les syndicats la dirigent. Mais nous avons besoin d'une structure commune pour préparer, organiser, notamment toutes les marches qui avaient lieu pendant les week-ends. Et définir la stratégie commune. Il n'y a jamais eu un seul jour, une seule réunion, une seule rencontre entre les syndicats et les organisations politiques qui se battaient dans l'Assemblée nationale. Pire, on est venu, sur moi et les autres, insoumis, nous demander de retirer nos amendements pour qu'on puisse voter sur l'article 7. C'est-à-dire l'article qui décidait du passage à la retraite à 64 ans. La stratégie insoumise s'est appliquée d'un bout à l'autre, quoi qu'on nous ait demandé. Nous avons tout maintenu. Pourquoi? Parce qu'une stratégie de combat, si ça vous vient à l'esprit quand même qu'il y a des stratégies de combat, ouais. Pour moi, qu'est-ce qu'il fallait? Que la lutte puisse durer, pour qu'on puisse aller au bout de cette lutte. Et pour ça, il fallait que le texte ressorte de l'Assemblée nationale sans avoir voté par personne. Donc c'était le contraire. Je ne voulais pas. Les chefs du mouvement insoumis, Bompard, Panot et les autres, ne voulaient pas qu'on soit battu à l'Assemblée nationale. De manière à ce que ça aille au Sénat, que les sénateurs bloquent à leur tour, que ça revienne, et bref, que le combat puisse être organisé. C'est le contraire qu'on nous a demandé de faire, et nous ne l'avons pas fait. Je termine en vous disant, entre-temps, si vous voulez des infos de première main, je les donne.
Ça n'a jamais été raconté, cette histoire, donc maintenant vous êtes au courant. C'est très intéressant. Ouais. On va parler d'un autre combat après, mais allez-y. Non, mais je peux arrêter, moi je m'en fous. Hein. Non, non, ça nous intéresse. Ça t'intéresse. Donc, il y a eu un congrès de la CGT. La CGT est l'organisation syndicale dans laquelle il y a sans doute le plus d'insoumis au mètre carré. Pour les raisons qui sont les leurs, hein. Parce que nous ne nous mêlons pas de la vie des syndicats. Je sais pas d'où ça sort. Nous respectons absolument le fait que les syndicalistes, qu'ils soient insoumis ou ce qu'ils veulent, décident qui compte pour leur syndicat. Mais nous, on décide pour nous-mêmes. J'observe qu'au congrès de la CGT, le rapport d'activité incluant la séquence retraite, le rapport d'orientation et la candidature qui portait ces orientations ont été battus par les CGTistes, qui ont élu une secrétaire nationale qui a immédiatement complètement changé les relations. Et elle a dit, alors qu'une question amicale était posée par un journaliste, « Direz-vous comme M. Mélenchon ?» Et elle a répondu avec un sang-froid total, « Ah, je suis d'accord pour que les relations entre le syndicat et les partis redeviennent normales. » Et nous, on ne demandait pas autre chose. Juste être respecté. À ce propos-là... Et la secrétaire générale de la CGT, qui a annoncé qu'était dissoute la structure qui s'appelait Plus Jamais Ça, qui mettait en contact des associations avec des partis politiques, a immédiatement accepté et proposé la manif du 23, qui est un grand événement, camarades, que vous devez faire réussir contre la violence policière, le racisme systémique et les injustices sociales. Et les syndicalistes disent, et les 100 organisations, que cette structure pourrait être une structure dans la durée. Ce n'est pas de ma faute si ni le Parti communiste ni le Parti socialiste ne veulent participer à cette manifestation. Et qu'on ne vienne pas me demander à moi pourquoi. À propos de participer à des mouvements communs, il y a une question qui va vous être posée par Sacha. Monsieur Mélenchon, vous proposiez dans votre programme de 2022 des mesures pour garantir l'indépendance éditoriale et juridique des journalistes et des rédactions vis-à-vis de leurs actionnaires. Il y a quelques semaines, il y a 95 journalistes sur 100 du JDD, et j'en fais partie, qui ont quitté la rédaction après l'arrivée de Geoffroy Lejeune. Et on a réclamé pendant 40 jours de grève à peu près la même chose que vous. On a l'impression que c'est un combat qui vous a pas plus touché que ça. Et moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez masqué vos convictions parce que c'était le JDD ou pas? Non, le JDD était un journal dont le dernier numéro paru avant le rachat était une une avec Madame Le Pen, ses progrès et le reste, et comportait une demi-page d'insultes contre les insoumis. Il faut aller plus loin que les unes, par contre. Oui. Non, il faut aller plus loin. On a le droit à la dignité, figurez-vous. Oui, bah, les journalistes aussi. Vous n'êtes pas une institution devant laquelle nous allons dire, vous dites ce que vous voulez. Quand vous dites quelque chose que nous condamnons, et pas une fois, mais 2 fois, mais 3 fois, mais 4 fois, mais 5 fois, on a le droit. Ne venez pas pleurer dans notre gilet, surtout pour à la fin faire quoi? Un journal qui va donner la une à Madame Le Pen, ce qui se faisait avant. Alors je viens maintenant. Ouais, mais moi, je dis ce que je pense. Mais vous savez comment se fait un journal. Vous savez comment se fait un journal. Vous ne soutenez pas d'hypocrisie, pas de machin là. Oui, je suis avec toi, je t'aime, mais je t'aime pas et tout. Non. C'est-à-dire que journal faut être avec vous pour que vous souteniez un journal. Voilà, vous entendez? Non, mais justement, ça m'intéresse. Écoutez. Allez-y, redites la phrase. Non, mais ça m'intéresse parce que ce que vous dites, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous arrêtez les journaux amis, et vous avez parlé de médias amis, vous avez cité l'Humanité, et ils en sont probablement reconnaissants, et vous les arrêtez à un certain point, et il y a un point à partir duquel ce sont plus amis, donc vous ne soutenez pas leur grève, etc. Dites-moi. Ça a déjà changé la formulation. Dites-moi. Vous avez commencé par dire il faut être d'accord avec vous pour que vous souteniez. Comme si, évidemment, je serais seulement un ami de la liberté de la presse, des gens qui disent comme moi, vu que comme je suis est borné, et antisémite, et violent, et anti... Non, ça j'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Vous croyez réellement à votre question? Oui, je crois vraiment à ma question, ça m'intéresse. Eh bien, je vais vous dire. Expliquez-moi. Si demain, quelqu'un interdit le Figaro, je cours participer, et je cotise pour que le Figaro puisse paraître. Alors pourquoi pas le JDD? Et alors pourquoi vous avez pas... Parce que le JDD se comportait comme un journal d'extrême droite, et si Valeurs Actuelles coulent, je m'en fous. Un journal d'extrême droite? Excusez-moi, vous pouvez pas dire que c'est un journal d'extrême droite. On perd les boussoles. On perd la boussole à partir du moment où vous dites que... Non, c'est vous qui l'avez perdu. Non, je suis Vous avez fait un numéro entier sur les progrès de l'extrême droite, le portrait de Madame Le Pen,
Vous avez fait des compliments à toutes les pages et vous avez mis une demi-page pour nous insulter, nous. Et vous voulez après que j'aille pleurer? Vous avez obtenu quoi dans votre négociation? Vous êtes parti à combien sur 100? 17. Vous avez obtenu quoi? Ce que la loi prévoit, c'est-à-dire le droit de présenter votre objection de conscience et d'être payé pour ça, que n'importe quel travailleur n'obtient pas quand son patron le fout dehors. La clause de conscience ne s'applique qu'à partir du moment où la ligne édito a été changée et que ça a été constaté. On ne voulait pas bosser pour Geoffroy Lejeune. On est parti avant. Très bien. Mais je vous félicite. Donc nous demandez pas d'avoir pris notre clause de conscience, on ne pouvait pas le faire. Je vous félicite d'être parti. Mais laissez-moi dire que le journal que vous avez quitté est un journal que je n'aime pas et qui est un journal à orientation d'extrême droite. Mais donc du coup, vous soutenez l'indépendance de la presse uniquement pour les médias que vous appréciez. Mais attendez, pardon? Du coup, l'indépendance de la presse est uniquement pour les médias que vous appréciez. C'est un combat qui n'est valable que pour ces médias-là. Écoutez, madame. Allez-y, ce sera la dernière là-dessus, parce qu'après on va tourner en rond, mais allez-y. Je comprends. Donc voilà. La grande pensée politique que nous allons avoir ce soir, ça n'est pas 9 milliardaires possèdent tous les journaux de ce pays, ce n'est pas ils ont les radios, les télés, toutes les rédactions, c'est Mélenchon ne défend pas le JDD. Mais pas du tout. Eh bien Mélenchon défend le JDD. Mélenchon défend le JDD, allons. Non mais Jean-Luc Mélenchon... Qu'est-ce qui vous contrarie? Jean-Luc Mélenchon. Vous avez lu un texte de moi contre vous? Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que, oui ou non, vous avez lu une parole de moi contre vous? Voilà, ce que j'allais dire, on peut peut-être faire la nuance entre la ligne éditoriale d'un titre que vous critiquez et la nécessaire solidarité à l'égard de journalistes qui sont précaires et parfois qui travaillent là parce qu'ils doivent bouffer. On peut faire cette nuance quand même, non? Non, madame. Ah bon, bah alors... Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans la vie, moral et philosophique, qui s'appelle la responsabilité personnelle. Si vous acceptez de travailler pour un journal qui crache dans la gueule des travailleurs et qui insulte les insoumis, assumez-le. Moi, j'assume mes idées. Je les défends. On arrive. Je m'expose. Je me laisse insulter. Alors vous aussi, faites-en autant. Défendez vos idées jusqu'au bout. Et quand on met... C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis. Et on va reprocher à des ouvriers qui travaillent dans une boîte qui fait pas bon. Ça n'a rien à voir. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous connaissez un... Attendez. Allez-y. C'est un peu facile. Comme ça, il n'y a plus de responsabilité morale. Personne n'est responsable de rien. Non. Il y a la même chose des employés de banque. Je vous félicite d'être parti. Pourquoi vous me cherchez querelle? Je vous dis que je n'aime pas le JDD. Je vous dis que ce... Oh, ben encore heureux que j'ai le droit. Le JDD est un journal qui a pris une pente d'extrême droite depuis un grand moment. Et il y a un principe de responsabilité que vous avez assumé. Parce que vous avez dit, à partir du moment où vous annoncez que vous êtes d'extrême droite, vous avez dit, moi je m'en vais parce que je ne fais pas ce boulot-là. C'est bien pour des raisons de conscience. C'est bien pour des raisons de morale. Donc ne poussez pas des cris, s'il vous plaît, quand je parle de conscience et de morale, parce que cette femme vient de vous prouver que ça existe et que c'est un moteur. Mais vous donc donnez elle doit être félicitée. Il y a eu des entretiens d'insoumis dans le JDD, monsieur Mélenchon. Donc vous avez donné des entretiens à un journal d'extrême droite. Si vous voulez, je comprends pas. J'ai lu des entretiens de Manuel Bompard, par exemple, peu de temps avant l'arrivée de Geoffroy Lejeune. C'est-à-dire que les insoumis ont donné des interviews à un journal d'extrême droite. Oui, monsieur, ça arrive. Ça dépend de nous. Mais oui, pour nous, tout ce système, excepté ce que je dis, est un ennemi. Mais comme nous sommes des démocrates, nous acceptons l'idée que nous avons des adversaires. Ne nous en veuillez pas d'essayer de les rouler dans la farine. On essaye continuellement. Moi, je n'ai jamais donné d'interview à Valeurs Actuelles et je considère que c'est une erreur de le faire. Mais je comprends les camarades qui me disent on y va parce que t'as des nazes qui payent 3 € pour se faire engueuler par nous dans leur propre journal. On arrive. Bon, ça se comprend. Mais ce que je voudrais dire, et je voudrais qu'on m'entende, je trouve incroyable que l'entrée sur la question du JDD, ce soit moi, et mon sentiment de la liberté. Ce pays est gouverné par 9 personnes qui manipulent l'opinion de tout le monde. Ça a été dit avant que vous arriviez, monsieur Mélenchon, on a passé une demi-heure là-dessus. Oui. Non, C'est ça, c'était déjà avant. Surtout ne faisons rien, hein. Défendons la corporation envers et contre. Personne n'a dit. Il y a eu une proposition. Ah ouais, mais vous supportez pas la critique. C'est ça votre problème. On a fait tout le début de l'émission là-dessus, c'est juste ce qu'ils disent. Vous ne supportez pas la critique. D'accord. Bon, parce que vous... Donc, je prends l'exemple. Il y a eu une proposition de loi. On nous a dit pourquoi vous la signez pas.
la proposition de loi disait le rédacteur en chef ne peut pas être rédacteur en chef si les journalistes ne sont pas d'accord. Alors on a dit, ah ben tiens, bonne idée, et on vous propose 2 autres choses dans la loi. Premièrement, une mesure anti-monopole. Il n'est pas permis de posséder un journal, 3 télés, 4 radios. C'est interdit. Ce n'est pas permis de... Donc une loi anti-monopole. On a dit, on vous propose de mettre dedans que les lecteurs ont des droits. Moi, je suis abonné à l'UMA, ils n'ont pas intérêt à changer de ligne, ils ont intérêt à rester communistes, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils racontent des fois. Parce que si Fabien Gay, qui est un militant hors pair, pour qui j'ai la plus grande estime, venait à changer de ligne, et elle aussi, moi, je veux pouvoir dire, je ne suis pas d'accord avec celui-là, dégagez-le, mettez-en un autre. Parce que celui qui paye le journal, c'est moi. Vous, voilà. Donc, le fait que les lecteurs aient des droits sur le journal auquel ils s'abonnent, on devrait au moins les consulter. Je ne dis pas que c'est eux qui vont élire le rédacteur chef. Il faut avoir la compétence professionnelle, il faut une liste. Donc on a dit, ben, on voudrait rajouter ça. On nous a dit, ah non, ça va trop loin. Ah ben, faudrait savoir. Nous, on ne veut pas signer un texte dans lequel il n'est pas dit qu'on est contre le monopole. Et d'ailleurs, le SNJ, syndicat des journalistes, a dit, c'est quoi cette histoire? Parce que vous allez faire pression sur les journalistes pour obtenir des aides, c'était ce qui est dans la loi. Donc on n'était pas d'accord. On aurait pu nous dire, ah ben tiens, vous n'êtes pas d'accord, mais pourquoi? Non, immédiatement ça a été, ils sont pas d'accord, ils défendent que les journaux qui répètent leurs tracts, c'est pas vrai. Nous voulions une vraie loi commune. Pourquoi on n'a pas voulu? Parce que des macronistes se sont mis à signer ce texte-là. On a dit, vous foutez de notre gueule, c'est de votre faute si on en est là, et vous venez signer une loi où vous faites les marioles pour vous donner une bonne conscience. Voilà, je vous explique pourquoi on n'a pas signé. On arrive à la fin, on s'était engagé à vous libérer à l'heure, ce sera donc ma dernière question. Je ne sais pas qui c'est qui est libéré, j'ai l'impression que c'est lui. Hein. Ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. Jean-Luc Mélenchon, ce sera ma dernière question. Je voudrais qu'on parle de l'avenir. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle en 2022, vous avez eu ces mots qui ont résonné chez beaucoup de jeunes. C'était le fameux « faites mieux ». Aujourd'hui, en 2023, et justement, ça m'intéresse. Aujourd'hui, en 2023, est-ce que vous dites toujours « faites mieux » et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez envie de dire aux jeunes? Je jouis d'une situation unique dans une vie politique. J'ai plus rien à prouver. Je n'ai jamais été corrompu d'aucune manière. Je dis ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et il se trouve que des gens disent « Tiens, c'est intéressant ». Je vous dis ça pour que vous m'entendiez dans toute la force de ce que je veux vous dire maintenant. À 410 000 voix près, on arrivait au deuxième tour. J'avais un doute sur ce résultat. Mais je me suis dit, maintenant, il n'y a qu'une chose qui vaut, c'est on continue le combat. Alors il m'est venu cette idée de vous dire, faites mieux. Mais je voudrais d'abord lever une ambiguïté. Je ne voulais pas vous dire, comme un prétentieux, faites mieux que moi. C'est pas ça que je voulais dire. Faites mieux. C'est-à-dire, faites mieux que ma génération qui n'est arrivée à rien. Abattez la citadelle. N'écoutez jamais personne qui vous dira de reculer, d'arrêter, de céder, d'amollir. Faites mieux. Abattez ce système. Merci. Et écoutez, je fais un bouquin le 28 septembre, il sort. J'essaye de vous expliquer, écoutez-moi camarades. L'action politique ne vaut rien sans pensée politique claire, sans théorie claire, pas d'action claire. Vous devez travailler inlassablement à mieux comprendre les mécanismes qui unissent le capitalisme quotidien à la catastrophe qui s'avance vers l'humanité. Et mon dernier mot sera le suivant. Une société résiste d'autant mieux qu'elle est travaillée par l'instinct de la solidarité et du collectivisme. Soyez collectivistes, soyez solidaires, faites mieux que la merde qu'on vous lègue. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat.
Merci beaucoup, je vous laisse quitter le plateau, merci.